Je suis Michel Hague, je suis né en 1946 dans la famille des brasseurs de Urfelden, de la brasserie Météor. Et j'ai grandi dans l'entreprise familiale qui faisait vraiment partie de notre vie de tous les jours. Et on a eu une éducation assez traditionnelle, assez protestante. Donc quand je le vois avec un peu de recul, probablement un peu austère. Et puis, ensuite j'ai fait mes études, lycée, au gymnase Jean Sturm. J'étais également dans une école privée, les Prels, en 5e et 4e, qui était en Saône-et-Loire. Il y avait d'ailleurs pas mal d'Alsaciens aussi. Ensuite, j'étais au collège des Bouxwiller 3 ans. Puis ensuite, au lycée Kléber, en maths LM et maths sup. Après ça, j'ai fait mes études à Zurich pendant 4 ans, avec un diplôme d'électro-ingénieur, d'ingénieur électrotechnique. Et après ça, j'ai fait 6 mois de stage aux États-Unis, chez Anheuser-Busch à Saint-Louis, qui était déjà le plus grand brasseur du monde à l'époque. Il est toujours, parce que suite des fusions, c'est maintenant AB InBev, ils sont le numéro 1 mondial. Après ça, je suis rentré, et puis en 69, j'ai tout de suite intégré la brasserie. J'aurais beaucoup aimé faire mes armes ailleurs un peu plus longtemps, et pour rentrer plus tard, mais mon père avait 46 ans de plus que moi, il avait donc déjà 69 ans à ce moment-là. Et alors j'ai interrompu toute l'année 70 pour faire le service militaire à Metz, dans le 2e génie. Puis je suis rentré définitivement à la brasserie en janvier 71. Et comme mon cousin Germain était déjà avec mon père du côté technique, je suis allé du côté commercial avec mon oncle, qui était directeur commercial, mon père était directeur technique. Et puis j'ai été nommé PDG en 75 déjà, je n'avais pas encore tout à fait 29 ans. Et puis toute mon obsession, ça a été de préserver l'indépendance de la brasserie Météor. Je disais que je me battais pour survivre, maintenant je me bats plutôt pour vivre. Mais dans tous mes discours, je disais la brasserie Météor est une brasserie alsacienne, familiale et indépendante qui veut le rester. Et à force de le répéter, ça fait 12 ans que nous sommes la seule, à part les microbrasseries, la seule brasserie historique toujours indépendante et toujours là. Alors que quand j'avais 15 ans, il y en avait 21. Je pourrais vous citer les 21 noms, plus de brasserie familiale alsacienne indépendante. Donc c'était le combat de ma vie, c'était la pérennité de la brasserie Météor et de ses emplois à Urfelden. Et actuellement, j'ai beaucoup de bonheur parce que j'ai mon plus jeune fils qui travaille à mes côtés. Il est directeur commercial, bientôt directeur général et commercial, avec une équipe d'un triumvirat. Et j'ai des très bonnes équipes autour de moi. J'ai beaucoup de chance. Je suis dans une période plutôt heureuse par rapport à des périodes parfois difficiles que j'ai connues, comme dans toutes les entreprises. Les entreprises, elles ont toujours des hauts et des bas. Et donc en ce moment, ça marche plutôt bien. On est très créatifs, très innovateurs. Et puis voilà un peu pour la vie professionnelle rapidement. Je me suis marié avec Yolande Jung en janvier 1974. Donc Yolande qui est la fille du sénateur Jung de Herskirchen et qui est une grande communicatrice. Et donc les premières années, elle est restée femme au foyer pour élever nos enfants. Nous avons 4 enfants. L'aîné Alexandre qui a fait Polytechnique et MIT, puis qui était dans la robotique. Récemment, il avait travaillé 2 ans avec Elon Musk chez Tesla, et depuis 1 an, il est chez Audi à Munich. Donc, je suis content, il est à 4 heures de train, là où il était à 12 heures d'avion avant, et il est au conseil d'administration de la brasserie. Il avait 7 ans quand j'ai déménagé de la brasserie pour aller... Non, 10 ans, quand j'ai déménagé de la brasserie pour me retrouver 300 mètres plus loin, carrément à la campagne. Mais donc, il est resté très, très attaché aussi à l'entreprise et connaît un peu tout. Ensuite, j'ai une fille, Aurélia, qui est mariée au Maroc et qui a aussi 3 filles. Et puis, j'ai un fils musicien, il est intermittent du spectacle, Léonard. Actuellement, il se promène à travers la France avec une camionnette et son piano à queue dedans. Il donne des one-man shows qui s'appellent Livre et Pagaille, qui ont un bon succès. Il est auteur, compositeur, interprète. Et il fait également partie d'un groupe d'accordéonistes avec qui il se produit assez souvent. Enfin, il vit de ça depuis 10 ans. Il est très heureux parce qu'il fait ce qu'il avait envie de faire. Et
puis donc le plus jeune, Édouard, qui est maintenant à mes côtés, qui a fait l'ESCP à Paris, donc Subdeco Paris, version Europe, avec une année à Londres, une à Madrid et une année de césure au Mexique et aux États-Unis, et puis la dernière année à Paris. Et il a d'abord créé une entreprise de numérisation de photos à La Courneuve en créant 4 emplois là-bas. Puis maintenant, il a revendu, m'a rejoint à la brasserie. Donc je vous ai raconté un peu tout. J'étais peut-être un peu long, mais comme ça, vous en savez plus que vous en avez besoin, peut-être. Mais j'essaie de mettre ça pour pouvoir parler dans le contexte de l'Alsace. Et oui, mon épouse m'a beaucoup secondé. Après 20 ans de mariage, elle a rejoint la brasserie en tant que directrice de la communication, parce ça fait partie de ses 4 dons. Je dis toujours, elle a un don extraordinaire pour la cuisine, pour la décoration, pour la communication. Certains, elle est tombée dedans quand elle était petite, elle met les gens à l'aise. Et puis quand je la taquine un peu, je dis qu'elle a un 4e don pour le commandement, mais elle en est bien consciente, elle en est fière. L'autre jour, on avait une petite réunion de chantier, on a fait des petits travaux dans la maison, puis on a fait une petite réception. Elle a dit, oh, tu peux leur dire carrément que j'ai adopté le mot de ton beau-père, Richtiges Kommando et Schuhholwirtschaft. On parlait alsacien, ma femme et moi, quand les enfants ne devaient pas comprendre. Et finalement, les enfants n'ont pas appris l'alsacien, je le regrette beaucoup. Et puis, mon beau-père me l'avait assez reproché. Puis quand le 4e enfant est né 7 ans après les autres, je me dis, celui-là, je ne vais pas le rater, je vais lui apprendre l'alsacien. Puis je rentrais dans sa chambre, je disais, « Gute Morgen, Edouard, ich gut schlafen ?» Après 8 ou 15 jours, il me dit, « Ça veut dire quoi déjà ?» Dann habe ich es aufgesteckt. Je connais beaucoup de gens qui parlaient beaucoup plus l'alsacien que moi et dont les enfants ne parlent pas du tout. C'est un peu un regret. Et actuellement, on essaye de le soutenir un peu artificiellement, quoi. Il y a l'Olka, on fait des émissions en alsacien, il y a plein de choses. On se force parfois un petit peu, mais les enfants qui n'ont pas appris avec les parents ou les grands-parents, ils le comprendront à peu près, ils auront du plaisir à connaître des expressions, mais ils ne pourront pas le parler vraiment. Et ça, je le regrette énormément. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est fanatique de l'immersion dans l'enfant, comment il s'appelle Kranzer. Je l'avais rencontré à New York, il était à l'ONU là-bas. Et puis, il est à New York, il a une petite fille de 3 ou 4 ans qui parle que l'alsacien. Maintenant, elle a peut-être 2 ans de plus depuis que je l'ai vue. Et puis lui aussi, il a grandi à Neubrusac, il a parlé que l'alsacien jusqu'à, 5, 6, 7 ans. Et puis, maintenant, il parle bien le français, l'allemand et l'anglais aussi. Donc, quelque part, je ne sais pas encore quelle est la vraie solution pour préserver l'alsacien, mais je trouve que ce serait vraiment, vraiment dommage s'il disparaissait. Je trouve qu'on a une telle complicité quand on retrouve des gens avec qui on peut parler en alsacien, sans compter toutes les blagues un peu à double sens ou jouant sur l'accent et tout ça. Je trouve que c'est une richesse, sans compter que ça aide énormément ensuite pour apprendre l'allemand et l'anglais, quoi. Ce qui n'empêche pas de faire certaines fautes en allemand quand on veut parler un allemand tout à fait correct. Au point de vue économie, moi je peux parler du monde brassicole. La brasserie d'Alsace fait encore à peu près 50% de la production française. À un moment, elle en faisait pratiquement 70% de la bière française était faite en Alsace. Et les bières d'Alsace avaient vraiment, dans les années 50, 60, jusqu'à 70, et peut-être avant la guerre, une réputation très très grande, parce qu'on avait fait des campagnes collectives. À l'époque, quand il y avait 25 brasseries dans les années 50 en Alsace, tout le monde rajoutait bière d'Alsace, quelle que soit la marque devant, bière d'Alsace derrière. Et on avait acquis une réputation, on disait qu'on avait le savoir-faire allemand, on maîtrisait bien la fermentation basse. Et bière d'Alsace, c'était vraiment un plus pour vendre sa bière dans toute la France. Après, à partir du milieu des années 70, il y a eu l'arrivée des marques de distributeurs. Et c'était d'assez gros volumes, au début avec des marges encore assez intéressantes. Et puis, c'est pratiquement tous les Alsaciens qui ont rappelé les marques distributeurs parce qu'ils marquaient bière d'Alsace en grand. Donc petit à petit, c'était devenu un peu un mot générique. Et on a un peu mangé notre capital, bière d'Alsace, qui est devenue parfois bière choucroute ou bière, etc. Et donc, c'est quelque chose qui a toujours encore une notoriété, mais il n'y a plus ce collectif qui avait... Bon, la première brèche, c'était le rachat de l'Albra, l'Alsacienne de brasserie, qui était la fusion de Mutzig, Ancre, Perle et Colmar, qui s'était faite en 69 et qui a été rachetée par Heineken en 72.
Et ils ont rapidement fermé Colmar, Perles, et puis 10 ans après Moutzik, pour ne garder plus que l'Espérance. Et puis, donc, ils n'avaient plus tellement intérêt à mettre bière d'Alsace. Cronenbourg aussi, à un moment, qui avait des ambitions nationales, internationales, préférait mettre le grand... Au début, ils mettaient le grand nom des bières d'Alsace, et après, ils voulaient se positionner au-dessus. Donc, les bières d'Alsace, bon, actuellement, on est la seule 100% alsacienne au niveau du capital. Et actuellement, on est dans une période aussi de beaucoup d'innovation aiguillonnée que nous sommes par les microbrasseries. Il y a en France maintenant près de 1200 microbrasseries et qui sont créées dans les 10-15 dernières années. Il y en a pratiquement 2 par semaine depuis 1 ou 2 ans, donc une centaine par an de nouvelles en France, souvent très petites, hein, des brasseries de moins de 300 hectolitres. C'est ce qu'on fait en 2 heures chez nous, mais je ne dis pas ça avec condescendance, c'est différent. Mais ces microbrasseries ont quand même rééveillé le marché de la bière en France, et ça montrait qu'il n'y avait pas de banalisation du goût et qu'il y a énormément de possibilités d'aromatisation, d'utilisation de macération avec d'autres plantes. Et puis, il y en a qui font des choses très très bien, pas tous, mais il y a toujours un petit marché local là où il y a une microbrasserie. Et ce que je disais, ça a aussi habitué le consommateur à payer des bières plus chères. Et maintenant, si on lance une nouvelle bière, si on a un prix un peu plus élevé, ça choque pas, ça passe. Donc tout ça, j'ai vu cette évolution dans mon secteur, qui est comme ça, oui. Je ne sais pas s'il y a un avenir spécifiquement alsacien. Moi, je suis tellement un peu le nez dans le guidon de la brasserie, mais je vois l'Adira fait énormément de travail pour attirer des capitaux étrangers. Donc c'est l'organisme qui doit soutenir l'économie alsacienne et l'implantation de nouvelles entreprises et puis venir à leur aide. Et c'est donc Vincent Frölicher qui est le directeur général, le président, le directeur général. Mais il faudrait que vous l'interrogiez aussi, parce que sur ce sujet-là, c'est vraiment son domaine et il connaît l'économie de l'Alsace tout à fait à fond. Et bon, souvent, dans le cadre de la fusion, de la création du Grand Est, on dit c'est un peu dommage parce que c'est l'Alsace qui est la plus riche économiquement et on va un peu se diluer avec les autres. Et c'est sûrement vrai. Maintenant, est-ce que c'est un handicap à ce niveau-là? Je ne me rends pas assez compte. Je ne sais pas si on veut parler maintenant un petit peu du Grand Est ou sur l'économie de l'Alsace et le futur. Bon, c'est une région riche. Ce qu'on produit en Alsace, ça restera toujours en Alsace. J'ai pas trop la conscience de ce que ça va changer, le fait d'être dans le Grand Est. L'Alsace, on a quand même réussi, dans le domaine agroalimentaire en tous les cas, à créer une marque, à créer une image de sérieux, une image de qualité. Et là où nous souffrons depuis 2-3 ans, c'est quand on a des salons, que ce soit le salon de l'agriculture ou le CIAL, donc le salon international de l'alimentaire à Paris, et que tout d'un coup on a partout des panneaux Grand Est, on se dit mais les gens qui nous cherchent, où est-ce qu'ils vont nous trouver? Et là, on a insisté pour remettre l'Alsace au dernier salon de l'agriculture. On avait de nouveau l'Alsace beaucoup plus présente, parce qu'on a dit ça ne va pas d'avoir des grands panneaux Grand Est. Et là, c'est très, très important. Donc, cette marque Alsace, elle nous sert, et c'est notre bannière, et on y est très, très attaché aussi sur le plan économique et d'image gastronomique et culturelle qui est autour de nos produits. Oui, la haute société protestante, c'est quelque chose dont je n'étais pas toujours conscient de faire partie, tout en faisant forcément un peu partie. Je crois que c'était plus concentré sur Mulhouse. On parlait de la HSP, le monde industriel et textile, etc. Et on ne s'est jamais cru une élite ou à part, parce qu'on est de la HSP. Bien sûr, on avait pas mal d'amis protestants en Alsace, à Strasbourg, mais il y a surtout une communauté de pensée. Bon, ce fameux capitalisme rénant dont on parle aussi, qu'on appliquait comme M. Jourdain faisait de la prose. On a été élevé comme ça, donc on avait certainement une forme de paternalisme dans l'entreprise, même à mes débuts encore, du temps de mon père, et puis qui petit à petit s'est estompé parce qu'on s'est modernisé. Mais ce paternalisme, ça n'a rien de ringard. Je pense que ça avait tout son sens à l'époque, parce qu'il n'y avait pas toutes les lois sociales qu'il y a actuellement. Et donc, on avait un rôle social parce qu'on avait une entreprise, on pouvait donner du travail. Et puis, s'il y avait des personnes pas tellement compétentes ou capables,
même peut-être à l'époque il n'y avait pas de SMIC, on se dit celui-là on va le prendre, il faut bien en faire quelque chose, on ne va pas le laisser sur la paille. Donc il y avait un rôle social qui allait un peu de pair avec ce paternalisme qui existait un peu dans toutes les entreprises autrefois. Et j'en reviens à cette éducation protestante. Moi, finalement, je me suis rendu compte, mais j'avais déjà 50 ans passés, presque 60, que j'étais élevé avec une honnêteté maladive par mes parents. C'est comme ça, il faut le dire comme ça, tu n'as pas le droit de dire ça. Et je me suis rendu compte dans les négociations avec la grande distribution que parfois je me faisais avoir parce que moi, j'ai joué au rami contre des gens qui jouaient au poker. Et j'ai mis assez longtemps à comprendre que la partie adverse a le droit de bluffer. Pour moi, voulait dire mentir, dire des choses qui ne sont pas vraies. Mais finalement, maintenant, je conçois que c'est leur rôle. Hein. Quand il y a un acheteur et un vendeur, on peut toujours faire croire qu'il y a un autre amateur. Mais j'ai mis assez longtemps à l'accepter au fond de moi et je me trahissais toujours beaucoup trop vite. Et comme moi, je disais toujours la vérité, je croyais que les autres aussi me disaient la vérité. Mais c'est quelque chose qui était attaché à cette éducation à la fois alsacienne et protestante, enfin alsacienne et surtout protestante. Et bon, ça m'a parfois été un peu un handicap, mais en même temps, je me suis toujours dit, en alsacien on dit pschis kommt russe, et puis le fait d'être honnête, ça finit par payer, quoi. Peut-être, voilà, c'est quelque chose. D'ailleurs, j'ai revu un peu tous ces travers de l'Alsace. Dans Ciel, mon mari est muté en Alsace. J'ai été invité il y a 2 mois par Strasbourg, événement, non pas Strasbourg, accueil, Bienvenue en Alsace, je crois, Bienvenue à Strasbourg, là, c'est Catherine Segmiller qui est présidente. Et ils nous ont rejoué sous forme de sketch. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on était morts de rire. C'était une parodie des Alsaciens. Bon, l'essentiel était pris d'après le livre Ciel, mon mari, mais il y a des défauts qui étaient attendrissants. Mais je riais de moi-même en me reconnaissant dans les caricatures des Alsaciens qui montraient, quoi. Et c'est pour ça, c'est un livre, je ne sais pas, il existe depuis une vingtaine d'années. Je le recommande assez souvent aux nouveaux arrivés, les non-alsaciens qui s'installent en Alsace. Si j'ai des nouveaux cadres ou des nouvelles personnes, ou même des personnes que je rencontre à un cocktail et qui viennent d'arriver, je dis, écoutez, si vous voulez vraiment un peu comprendre l'Alsace, il faut que vous lisiez, c'est peut-être un peu démodé, mais c'est toujours très vrai, la psychanalyse de l'Alsace de Frédéric Coffet. Ciel, mon mari est muté en Alsace, les Thiel de Lautenbach à une époque, et puis il faut voir les 2 Mathilde, et puis il faut voir, mais ça tout le monde n'a pas le temps, enfin Redemondem de Faune en version sous-titrée. Je crois que si vous regardez ça, on comprend vraiment le particularisme de l'Alsace. Et moi j'ai été très très attaché à Germain Müller. Mes parents m'y avaient emmené. J'avais 12 ans, c'était en 58. C'était après le fameux orage sur Strasbourg. Et puis ils étaient sur le toit, et puis il y avait un Parisien qui vient. Mais alors, vous voulez des Biberschwanz ou des Biberschwanz? Il fallait racheter des nouvelles tuiles, et puis ils n'arrivaient pas à comprendre ce mot. Ça m'était resté. Et depuis, j'ai vu presque toutes les revues jusqu'à sa mort. Il y a des grands passages que je connais par cœur, que soit de la Chambre civique, soit un autre sketch qu'il avait fait en janvier 69 avec De Gaulle et Pompidou. Je ne sais pas, vous l'avez peut-être connu, De Gaulle en Don Quichotte et Pompidou en Sancho Panza. Oui, ça c'est Germain, Germain, c'est encore autre chose. Et je connaissais tous ces passages par cœur. Souvent, quand on a des conversations qui en partent sur ce thème, j'aime bien les réciter ou m'en souvenir. Mais là, il y avait ce sketch où Pompidou était auvergnat, il était sur un âne, et il pensait à haute voix en auvergnat, mais pour que tout le monde puisse comprendre, Germain Müller avait traduit l'auvergnat en alsacien, et De Gaulle était sur le cheval, il y avait la tête qui partait dans les nuages, et il parlait au français. Enfin, je ne vais pas vous faire tout le sketch maintenant, mais pour moi, il était tellement vrai. Et à la fin, De Gaulle dit, dites-moi, Sancho Panza, ou dites-moi Pompidou, il disait, après moi, qui aura-t-il? Alors, Pompidou lui dit, mais après vous, mon bon maître, il y aura le déluge. Et alors De Gaulle dit, eh bien désormais, Pompidou, je vous appellerai le déluge. Et c'était en janvier 69, il a démissionné en avril, et Pompidou a été élu à peu près. Bon, enfin là, je suis parti dans les détails, mais pour dire que Germain Müller, j'y suis très très attaché. Et
c'était vraiment un génie quand on pense que enfin, Redemond Name the Phone, il a écrit en 46 à 23 ans, en 49. C'est sûr, oui. Je préférais que ce soit 49 parce qu'on m'a une fois dit 46 et je préférais qu'il ait 26 ans, alors il était de 23. Parce que autrement, ça aurait été trop génie. Cette pièce, aussi, je l'ai fait regarder à mes enfants il y a quelques années en VHS. Maintenant, j'espère qu'on la trouve en DVD, en version sous-titrée. Mais ça permet de tellement bien comprendre ce qui s'est passé à cette époque-là. Et il a réussi à réconcilier les attitudes des uns ou des autres. Et je me rappelle la dernière fois que je voulais montrer en 2 épisodes à mes enfants, mais quand le premier était fini, ils ont dit non, on regarde tout de suite le 2e épisode. Et quand je l'ai regardé, donc j'avais déjà regardé plusieurs fois, j'ai dit, mais je ne sais pas encore aujourd'hui ce que j'aurais fait à la place de celui-là ou de celui-là. C'est tellement bien mené, cette pièce, qu'on comprend aussi bien l'un que l'autre, ce qui agissait sous la peur, la crainte et un patriotisme exacerbé, qui était d'ailleurs, ce patriotisme très très français, était très très développé dans la famille de ma mère. Ils avaient une grande ferme à Ittenheim, c'était Kaufmann. Mon oncle, le frère de ma mère, était le sénateur Kaufmann par la suite. Et puis ma grand-mère, mon grand-père, ils étaient archi français comme ça, et très très attachés aussi à ce côté-là. Pendant la guerre, donc moi je suis né en 46, mais dans l'entreprise, donc j'ai appris un peu ce qui s'était passé à ce moment-là. On avait à un moment un manque de matières premières, alors qu'on faisait déjà 52 000 hectolitres avant la guerre. Il paraît qu'on était descendu 1 ou 2 années à 27 000, et puis qu'on trouvait plus d'orge. Il paraît qu'on a utilisé à un moment des figues, du manioc et d'autres choses pour arriver à faire de la bière. Je pense que c'était 2-3 années difficiles. Et puis en même temps, les Allemands avaient un peu tout réorganisé et ils avaient réparti la clientèle des différentes brasseries pour que chacun serve les plus proches de chez lui. Et à la fin de la guerre, on a de nouveau rendu les clients les uns aux autres. M'a-t-on raconté cette histoire. Mais c'était une période difficile pour toute l'Alsace. Mais je rebondis de la guerre. Autre chose qui marque terriblement l'Alsace et qui est trop méconnue en dehors de l'Alsace, c'est l'histoire des Malgré nous, évidemment. Et moi, j'ai un cousin germain de mon père et un cousin germain de ma mère qui sont tombés en Russie, comme on disait pudiquement. Plus un autre cousin qui est revenu, mais il était il avait des problèmes psychologiques après. Et quand on sait qu'il y a eu 45 000 morts ou disparus en Alsace et en Moselle, ça fait 7 fois plus par tête d'habitants que tout le reste de la France, et qu'on ne sait pas vraiment, c'est tout juste, il y a une phrase dans les livres d'histoire, enfin l'Alsace se bat contre ça depuis longtemps, mais c'est tout à fait énorme. Et alors ce qui est encore plus chagrinant, c'est que tout ça, ça a été déformé suite au procès de Bordeaux et l'histoire de Radour, et beaucoup de gens croient qu'ils étaient tous des volontaires, alors que les Alsaciens, c'est pas la peine que j'explique toute l'histoire, mais c'était un drame tout à fait terrible dans toutes les familles. Il y a des jeunes qui sont tombés en Russie, et ça se sait pratiquement pas. Quand j'ai des amis de l'intérieur, des amis parisiens, quand je leur raconte ça, ils sont tout à fait étonnés, ils n'en ont jamais entendu parler, et donc ça fait très partie de cette spécificité alsacienne. Et puis, je m'amuse aussi souvent à surprendre les gens en racontant l'histoire de l'évacuation de Strasbourg. Donc, 40-41, de dire que Strasbourg était vide de tout habitant pendant 10 mois. 39-40. Oui, 39-40, merci. Oui, c'était après la déclaration de la drôle de guerre, et puis ils sont revenus. Oui, 39-40. Et c'est quelque chose d'ahurissant. D'ailleurs, je me demande encore aujourd'hui comment on a pu obtenir une telle docilité de la population qui, en 3-4 jours, ont eu l'ordre d'évacuer et de leur dire où ils devaient aller. Et puis les gens de Périgueux et de Dordogne ont dit, mais vous allez accueillir les Alsaciens, parce que c'est comme ça. Cette histoire, elle me fascine souvent. Il y a un beau petit fascicule que j'ai retrouvé, fait par la mairie, etc. Et bon, je vous raconte tout ça, c'est les choses de l'Alsace que les gens ne savent plus trop, mais moi, j'ai découvert cette histoire de l'évacuation. Je crois que j'avais déjà 20 ans passés. On avait les Stammtisch, la brasserie Météor, c'était à la ville de Bâle. Et puis les anciens, ils parlaient, oui, c'était pendant l'évacuation de Strasbourg. Ça veut dire quoi, ça, l'évacuation de Strasbourg? Alors ils m'ont expliqué, mais je tombais des nues jusqu'à 20-22 ans
donc jusqu'en 68. J'ignorais complètement cet épisode de l'histoire. Et moi, j'avais l'habitude de parler alsacien avec les ouvriers, avec les anciens. Quand on allait à la chasse, on parlait que l'alsacien. Et oui, justement, pour les enfants, nous, on voulait que les enfants apprennent l'alsacien. Et alors, on avait un jardinier. Et puis, ma femme me dit, vous savez, Alfred, vous pouvez tranquillement parler l'alsacien avec les enfants. Il faut qu'ils parlent l'alsacien. Alors, il a répondu, yo, mais qu'est-ce que vous croyez? Moi, je peux aussi parler français. Donc, il n'avait pas compris dans quel esprit il devait leur parler alsacien. Mes parents parlaient un français parfait. Je pensais sans accent, mais j'ai retrouvé un enregistrement de 62 sur des vieilles bandes magnétiques que j'ai fait numériser il y a 2 mois. Puis j'étais étonné de voir que ma mère avait un peu d'accent alsacien, alors que je n'en avais pas le souvenir. Et mon père, qui était né en 1900, donc c'était la période allemande, il a même été incorporé en 18 encore dans la Zehnerfuss artillerie jusqu'au 11 novembre. Et après, encore une fois, en 21, dans l'armée française, il a dû refaire je ne sais pas combien, 18 mois. Et puis, encore une fois, incorporé en 39 dans la ligne Maginot pendant quelques mois. Mais oui, la bourgeoisie parlait plutôt français. Mais ce qui m'amusait, j'avais remarqué que selon les personnes avec qui il parlait un alsacien un peu différent. Avec certaines personnes, c'était une expression qu'ils utilisaient, qui était un peu différente que de parler avec les ouvriers ou parfois entre eux, où il y avait un peu différentes tonalités. Mais bon, la bourgeoisie, oui, ils parlaient plutôt français quand même. Je ne pense pas qu'on faisait au niveau industriel un distinguo catholique-protestant, encore que tous les brasseurs étaient protestants, sauf 2, je crois, sauf Wagner et Débus qui était catholique. Alors il y a la vieille blague, pourquoi est-ce que tous les brasseurs étaient protestants? Et la réponse est Weil wir Sperus Lutherwasser gebrüht wird. Essentiellement avec de l'eau, donc de l'eau de Luther. Mais je réfléchis, si on fréquentait d'autres industriels, oui, mais pas tellement. Bon, même les autres brasseurs, on se fréquentait, on se voyait au syndicat des brasseurs d'Alsace. Mais au niveau de la famille, je réfléchis un peu, c'était plutôt la famille, les proches. On n'allait pas voir un tel, parce que c'était... Voilà, ceux qui étaient brasseurs, c'était les Grimm et les Ham, qui étaient les gendres de Kleinknecht. Il y avait les Moritz, il y avait... Les hâtes. Oui, les hâtes. René et Jérôme. Et là, j'ai plein d'anecdotes aussi. Mais il vient de sortir un livre sur eux, fait par Stoskopf, là, qui est en train de sortir par Nicolas Stoskopf. Et la guerre des cousins, enfin, il y avait René Hatt à l'Espérance et Jérôme Hatt à Cronenbourg. Et je réfléchissais... Mon père était à un moment assez ami avec un directeur technique de Cronenbourg, M. Gfundner, qui était autrichien, parce que là, il parlait métier. Mon père, il était le directeur technique, il était le brasseur, il parlait bière du matin au soir, malt, CO2, germination. Et là, il aimait bien quand il parlait avec des collègues. Mais par contre, catholique protestant, là j'ai une petite anecdote aussi, c'est... ma mère, elle mettait la pression pour que j'épouse une protestante. Enfin, bon, il se trouve que j'ai de la chance, Yolande est protestante. Et puis, Yolande se plaît à dire, quand on a des amis parfois, ah oui, d'être protestante, c'était la seule qualité que j'avais aux yeux de ma belle-mère. Et puis on avait un invité, c'était un journaliste, il lui répond du tac au tac, ah oui, mais ma chère, cette qualité englobe toutes les autres. D'être des entreprises alsaciennes, oui, et selon le produit qu'ils font, de le mettre en avant. Et quelque part, même dans d'autres secteurs que l'agroalimentaire, je crois qu'on met souvent en avant le côté sérieux de l'Alsacien, le côté consciencieux, le côté travailleur. On n'est sûrement pas les seuls, mais on est conscient de ça, je pense, dans la plupart des entreprises. Et... je reviens juste un instant sur le rôle social. Alors moi, je parlais surtout de l'époque de mon père et de mon grand-père.
Oui, je pense à deux choses en même temps. Et à mon niveau, bon, ça s'est petit à petit estompé, mais moi, je me suis battu pour le maintien des emplois. Ça a été ma fierté de maintenir ces emplois. Et pour nous, la chose la plus inhumaine qu'on pouvait faire, c'était de licencier quelqu'un. Les gens disaient, mais pour être licencié chez Météor, il faut vraiment avoir fait une grosse connerie.